Maman, on doit parler. La voix d'Élise était tranchante, glaciale, celle qu'on prend pour annoncer un verdict, pas pour entamer une conversation. Tu deviens trop chère à entretenir. Ces mots, Madeleine les sentit s'enfoncer dans sa poitrine comme une lame lente. Elle resta immobile, la tasse de café suspendue entre ses doigts les tremblante. Sur la table, la lumière du matin faisait briller les miettes de croissant, celles qu'elle avait achetées en pensant que sa fille viendrait déjeuner comme avant. Comme avant. Ce mot n'avait plus de place ici. Élise parlait encore, la voix lisse, mécanique. Tu comprends, maman, c'est pas de ta faute. C'est juste qu'entre la maison, les impôts, tes soins, ça fait beaucoup. Philippe pense qu'il serait plus raisonnable de te trouver une structure adaptée. Une structure. Elle n'avait pas dit maison de retraite. Pas encore. Le mot restait coincé dans sa gorge, enveloppé de ces formules modernes qui veulent rendre la cruauté acceptable. Structure adaptée. Madeleine eut envie de rire, mais aucun son ne sortit. Elle entendait son cœur cogner dans ses tempes, chaque battement lui rappelant qu'elle était bien vivante, encore capable de sentir, de penser, d'aimer, trop vivante pour qu'on l'efface d'un tableau Excel familial. Je vois, dit-elle simplement. Et quand avez-vous pris cette décision, Élise? On y réfléchit depuis quelques mois. Tu sais, depuis ton malaise en mai, Philippe s'inquiète beaucoup. Et puis, la maison est grande, vieille, ça coûte cher à entretenir. Madeleine leva les yeux vers sa fille. 39 ans, une robe beige, les cheveux tirés en arrière, le ton sec. Elle se souvenait encore de la petite fille qui courait pieds nus dans le jardin, les genoux écorchés, criant « Maman, regarde, une coccinelle !» Où était passé cet enfant-là? Tu n'as jamais manqué de rien, Élise, murmura-t-elle. Justement, et je veux que ça continue. Mais pour ça, il faut être raisonnable. Madeleine reposa sa tasse avec précaution. L'émail claqua contre la soucoupe, un son minuscule mais définitif. Dans le silence qui suivit, elle comprit que tout était déjà décidé. Élise ne la consultait pas, elle l'informait. Son regard se posa sur le dossier posé près du sac de sa fille. Des papiers imprimés, alignés, un stylo à capuchon bleu, la couleur de la trahison polie. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle. Juste un formulaire administratif pour faciliter la gestion de la maison pendant la période de transition. Il faut ta signature, rien de grave. Madeleine sourit. Pas de colère, pas de cri, juste un sourire tranquille, celui qu'on porte quand on vient d'entendre un mensonge si bien répété qu'il en devient presque touchant. Je vais le lire d'abord, dit-elle calmement. Oh, maman, fais-moi confiance. C'est juste pour nous simplifier la vie. Le nous d'Élise résonna comme une gifle. Le nous d'autrefois, mère et fille, deux cœurs serrés contre la misère et la fatigue, avait été remplacé par un autre nous, celui d'un couple qui calcule, qui possède, qui élimine ce qui ne rapporte plus. Madeleine prit le papier du bout des doigts. Elle lut les premières lignes. Les mots mandat, cession, représentation légale. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle leva les yeux vers sa fille. « Tu veux vendre la maison ?»« Non, pas du tout, » protesta Élise trop vite. « C'est juste pour avoir la possibilité. Au cas où. Pour anticiper, maman. Tu sais, il faut prévoir. » Madeleine replia le papier sans un mot. L'air autour d'elle semblait plus dense, plus lourd. Par la fenêtre, les volets mal peints vibraient dans la brise. La même maison que son mari avait restaurée pierre après pierre. 40 ans de vie, de travail, de rires, d'hiver sans chauffage, et de printemps où tout refleurissait. Et sa fille parlait de la vendre au cas où. « Tu veux mon bien alors ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, maman. » Madeleine se leva, alla vers le buffet, prit le vieux pot de sucre ébréché. Elle versa une cuillère dans sa tasse et dit, sans se retourner, « Tu sais, Élise, quand j'étais infirmière à l'hôpital de la Conception, on avait un service entier de gens qu'on disait inutiles. Des vieillards, des fous, des sans-famille. On m'avait appris à les laver, à les nourrir, à les rassurer, mais jamais à les effacer. » Élise ne répondit pas. Elle regardait l'heure sur sa montre. « Bon, je dois filer. On se revoit dimanche pour déjeuner ?»« Non, » dit Madeleine sans se retourner. « Je serai occupée. » Quand la porte se referma, le silence fut total. Madeleine resta seule dans la cuisine. Le papier reposait sur la table, plié en deux. Elle le regarda longuement avant de le glisser dans un tiroir, pas pour l'oublier, pour s'en souvenir. Puis elle murmura à voix basse, comme une promesse faite à personne,
Très bien, Élise. Tu veux savoir combien je vaux? Alors tu vas le découvrir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Pas de tendresse, pas de tristesse, un sourire précis, tranchant comme une scalpelle qu'on aiguise dans le calme d'une salle d'opération. Le lendemain, Madeleine entendit la clé tourner dans la serrure sans même qu'on ait frappé. C'est moi, maman, cria Élise depuis le couloir. Le son de sa voix résonnait avec cette assurance qu'ont ceux qui se sentent déjà chez eux. Elle entra accompagnée de Philippe, son mari. Costume gris, chemise trop blanche, odeur de parfum froid et cher. Il salua Madeleine d'un sourire bref, presque administratif. Bonjour, madame, vous avez l'air en forme. Plus que vous ne le pensez, répondit-elle simplement. Élise posa un dossier sur la table du salon, sans même enlever son manteau. Bon, j'ai parlé avec le notaire. Il a préparé un mandat pour la mise en gestion du bien. Tu sais, maman, c'est juste pour régulariser la situation avant ton installation. Comme ça, tout sera clair. Madeleine s'assit, les mains jointes sur ses genoux. Régulariser la situation? Ça sonne bien, dit-elle calmement. Et mon installation, c'est quand, exactement? Élise hésita. Philippe prit la parole. Le centre Saint-Clair a une place libre dès la semaine prochaine. C'est un excellent établissement, très moderne. Vous verrez, il y a des activités, un jardin, tout pour votre confort. Centre Saint-Clair. Elle reconnut le nom. C'était une résidence médicalisée à Aubagne, où elle avait autrefois fait un remplacement d'infirmière. Les couloirs sentaient le désinfectant et l'oubli. Les gens y entraient pour quelques mois de repos et n'en ressortaient jamais. Et ma maison? Demanda-t-elle la voix basse. Élise feuilleta les papiers sans la regarder. Elle sera louée dans un premier temps, pour couvrir les frais. Tu comprends, les pensions ne suffisent pas toujours, et Madeleine leva la main, un geste lent mais ferme. Élise, regarde-moi quand tu me parles. Le silence tomba net. Philippe prit soudain un air distrait, s'intéressant à un tableau sur le mur. Élise, elle, s'exécuta à contre-cœur. Ses yeux glissèrent sur ceux de sa mère avec cette impatience qu'on réserve aux conversations inutiles. Tu veux me mettre dehors pour louer ma propre maison? Ce n'est pas dehors, maman. C'est une transition. Et c'est pour ton bien. Mon bien ou le tien? Le ton de Madeleine était posé, mais Philippe se redressa, mal à l'aise. Il ne faut pas voir le mal partout, dit-il doucement. On veut juste éviter les complications. Vous savez, les charges, l'entretien, la fiscalité. Madeleine sourit, un sourire minuscule, à peine perceptible, mais suffisant pour qu'Élise serre les lèvres. Ah, la fiscalité. Oui, je connais. J'ai passé 40 ans à remplir des dossiers pour des gens qui pensaient que la vieillesse était une anomalie à corriger. Vous savez ce qu'ils avaient tous en commun? Ils croyaient que l'ordre du monde leur appartenait. Élise soupira. Maman, s'il te plaît, tu compliques tout. On essaie juste d'être responsable. Responsable? Répondit Madeleine. Moi aussi j'ai été responsable. Quand ton père est mort, je me suis levée à 5 heures chaque matin pour que tu aies des études, des vêtements, une chambre chauffée. Quand j'avais envie de m'écrouler, j'ai souri. Quand j'avais faim, je t'ai nourri avant moi. C'est ça la responsabilité. Pas un papier signé entre deux cafés. Philippe jeta un regard à sa femme, un de ces signaux muets qui disent ça suffit. Mais Élise resta droite, glaciale. Tu dramatises. On parle d'un simple mandat. Tiens, signe-la. Elle poussa le stylo vers elle. Le capuchon claqua sur la table. Madeleine le prit, le fit rouler entre ses doigts. Tu sais, Élise, à l'hôpital, on m'avait appris un principe. Ne jamais signer un dossier sans avoir lu les petites lignes. C'est souvent là que se cache le poison. Élise haussa les épaules. C'est juste une formalité, je te dis. Madeleine fit semblant d'hésiter, prit le papier, le lut. Les termes étaient en froid, technique, mandat exclusif, cession, gestion de biens, autorisation de transaction. Elle comprit immédiatement. Ce n'était pas un mandat de gestion, c'était une délégation totale de pouvoir. Avec sa signature, sa fille pourrait vendre la maison sans même la prévenir. Madeleine leva lentement les yeux. Tu veux vraiment que je signe ça? Oui, maman, fais-moi confiance. Elle s'exécuta. Lentement. Chaque lettre de sa signature traça une ligne calme et nette, comme un fil tendu entre deux mondes. Élise soupira de soulagement. Merci, maman. Tu verras, tout ira bien. Madeleine plia le papier, le glissa dans l'enveloppe tendue par Philippe, puis dit d'une voix presque douce.
Oui, ma chérie, tout ira bien. Quand ils partirent, elle resta seule, encore assise devant la table. Le soleil couchant traversait les rideaux, découpant des ombres sur le dossier vide. Elle regarda sa signature, encore fraîche, et murmura: Voilà. Maintenant, je sais à quoi je ressemble quand on me trahit en face. Puis, calmement, elle ouvrit le tiroir où dormaient ses anciens dossiers d'infirmière. Elle y prit un carnet noir couvert de chiffres, d'adresses, de noms. Celui de maître Durand y figurait, souligné 3 fois. Elle referma doucement le tiroir. Le plan venait de commencer. La pluie tomba sans prévenir, fine, obstinée, comme une bruine qui efface les contours du monde. Madeleine, assise près de la fenêtre, regardait les gouttes glisser le long des vitres. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, presque étrangère. Sur la table du salon, le dossier qu'Élise avait laissé trôner encore, posé comme une provocation. Elle l'avait relu 3 fois, chaque ligne confirmait ce qu'elle pressentait. Sa fille avait sciemment rédigé un mandat de vente, pas de gestion, pas de précaution, une vente pure et simple avec transfert d'autorité. Et elle, Madeleine, avait signé. Elle ferma les yeux, pas de larmes. Elle était trop vieille pour pleurer, mais pas assez pour se résigner. Il y a, dans certaines humiliations, une sorte de clarté brutale, celle qui révèle enfin la vérité sur les gens qu'on aime. Elle se leva, prit le téléphone, composa le numéro du notaire qu'elle connaissait depuis 30 ans. Étude Durand, bonjour. Bonjour, c'est Madeleine Laurent. Dites à maître Durand que c'est urgent. Quelques minutes plus tard, la voix familière de l'homme résonna, fatiguée mais attentive. Madeleine? Quelle surprise! Comment allez-vous? Ah, je viens de signer un mandat, et je crois qu'on essaie de me dépouiller. Un silence, puis le ton du notaire changea. Vous pouvez m'expliquer? Elle raconta calmement. Pas un mot de trop, pas de drame, simplement les faits. La visite, le document, la signature. Vous avez une copie? Oui. Ne la perdez pas, et surtout, ne laissez personne d'autre y toucher. Je vais vérifier ce qu'ils ont déposé. Vous avez signé quand? Hier? Alors il est encore temps. Elle raccrocha le cœur battant. Encore temps. Ces mots résonnaient comme une planche jetée à la mer. Madeleine s'assit, reprit son carnet noir, celui où elle notait tout. Dépenses, rendez-vous, souvenirs, même les noms des patients de l'époque où elle travaillait en gériatrie. C'était un réflexe d'infirmière, archivé pour ne jamais oublier. Elle y inscrivit, d'une écriture ferme: 2 mars, Élise m'a fait signer mandat de vente, maître Durand contacté. Priorité, agir en silence. Elle reposa le stylo, puis ferma le carnet avec soin. La colère commençait à gronder, pas celle qui fait crier, non, celle qui se nourrit de logique, de patience, celle des femmes qui ont trop vu pour s'effondrer encore. Vers 17 heures, on sonna à la porte. Elle savait que ce ne pouvait être qu'eux. Elle ouvrit. Élise, un parapluie trempé à la main, entra sans attendre. Maman, je repasse vite, juste pour te dire qu'on a avancé avec le notaire. Tout va très bien. Madeleine resta immobile. Avancer? Comment ça, avancer? Oh, rien d'important. Le dossier est en cours. On va pouvoir lancer l'estimation de la maison. Estimation. Le mot fit frémir l'air entre elles. Tu vas la vendre, répéta Madeleine. Élise leva les yeux au ciel. Maman, arrête, c'est pour ton bien. Tu vas voir, à Saint-Clair, ils ont un atelier poterie et un salon de lecture. Tu adores lire. Un rire sec lui échappa. Oui, et pendant que je fais de la poterie, tu encaisses le prix de ma maison? Élise fronça les sourcils. Tu exagères. Non, j'observe, répondit Madeleine. C'est tout. Elle la regarda longuement, la détailla. Le manteau beige, le sac à main de marque, les talons qui claquaient comme des sentences. Puis, d'une voix presque douce: Tu sais, Élise, tu n'as pas besoin de me mentir. Je comprends. Comprendre quoi? Que tu t'es lassée de moi, que je ne suis plus utile, que tu veux te débarrasser du passé, c'est normal à ton âge. Élise eut un mouvement d'agacement. Tu dis n'importe quoi. Peut-être, mais je suis vieille, alors j'ai le droit. Elle sourit, ce sourire qui faisait jadis fuir les internes arrogants de l'hôpital, celui qu'elle sortait quand elle savait déjà ce que l'autre ignorait encore. Je te fais confiance, ma fille. Fais ce que tu crois juste. Élise parut surprise, presque déstabilisée. Tu ne m'en veux pas? Pas du tout. Elle accompagna sa fille jusqu'à la porte. Quand elle referma, son sourire s'effaça. Elle resta un instant dans l'ombre du couloir, la main posée sur le bois, encore chaud du battant.
Puis elle murmura à voix basse: «Je ne t'en veux pas, Élise, mais je vais t'apprendre ce qu'on récolte quand on confond tendresse et profit.» Elle retourna à sa table, prit le téléphone, composa un autre numéro. «Oui, bonjour, c'est bien la Banque provençale? J'aimerais parler à monsieur Rossi. Oui, c'est au sujet d'un ancien compte de la société Lormed, ouvert en 1997. Un silence, puis une voix: «Un instant, madame Laurent.» Madeleine ferma les yeux. Elle se souvenait: la société civile immobilière Lormed, créée avec son mari à l'époque où ils avaient acheté 2 petits appartements à la location. Des années qu'elle n'y avait pas touché. Quand la voix du banquier revint, son ton avait changé. «Eh bien, madame Laurent, je suis surpris que vous appeliez. La société existe toujours et les comptes sont actifs. Vous touchez encore les loyers mensuels sur un compte de réserve.» Elle serra le combiné. «Les loyers? Depuis tout ce temps? Oui, madame, et avec les intérêts cumulés, cela représente une somme conséquente. Souhaitez-vous un relevé complet?» Madeleine sentit un calme nouveau l'envahir. «Oui, envoyez-moi tout, par courrier, à mon adresse personnelle, et surtout, ne parlez de cet appel à personne.» Quand elle raccrocha, elle resta un long moment immobile. Le vent faisait claquer les volets, la pluie s'était changée en orage. Elle se leva, ferma les rideaux, puis s'assit à nouveau. Son regard tomba sur une vieille photo. Élise, 6 ans, tenant dans ses bras un chaton. Madeleine posa un doigt sur le visage de l'enfant. «Toi, je t'aimais», dit-elle doucement. «L'autre, je vais lui montrer ce que vaut une femme qu'on prend pour une charge.» Et dehors, le tonnerre éclata comme un écho à sa promesse. La nuit avait été longue. Madeleine s'était couchée sans éteindre la lampe, le carnet noir ouvert sur ses genoux. Les chiffres tournaient dans sa tête comme des éclats de vérité revenus à la surface. Les loyers, les intérêts, la société Lormed, tout ce qu'elle avait oublié, ou plutôt tout ce qu'elle avait laissé dormir. Quand elle s'était enfin assoupie, l'aube pointait déjà. Le matin sentait le café froid et la poussière. Vers 9 heures, un bruit de pas l'attira de ses pensées. Une silhouette se dessinait derrière les rideaux. Elle reconnut la démarche, rapide, nerveuse. Élise. Madeleine n'eut pas le temps d'ouvrir que la porte claqua. «Maman!» lança la voix familière précipitée. «Il faut qu'on parle.» Elle posa calmement sa tasse. «Encore? On dirait que c'est devenu une habitude.» Élise entra et soufflait, le téléphone à la main. «Tu as appelé maître Durand?» Madeleine ne bougea pas. «Oui, pourquoi?» «Parce qu'il m'a rappelée, furieuse. Il a dit que tu contestais la validité du mandat.» «Je ne conteste rien, ma chérie. Je m'informe. Ce n'est pas interdit, si?» «Tu m'as fait passer pour une voleuse», s'emporta Élise. «Tu te rends compte?» «Il m'a parlé comme si j'étais une criminelle.» Madeleine se leva lentement. «Je n'ai rien dit de tout ça, mais si la description te dérange, peut-être faut-il te demander pourquoi elle te ressemble tant.» Élise pâlit. «Maman, arrête tes insinuations. Philippe et moi faisons ça pour t'aider. Tu ne comprends pas ce que c'est de tout gérer seul. Les impôts, les factures, les travaux.» «Tu as raison», répondit-elle calmement. «J'ai seulement géré un hôpital pendant 40 ans. Des vies, pas des papiers. C'est sûrement différent.» Élise serra les poings. «Tu deviens insupportable.» Madeleine s'approcha d'elle, posa une main légère sur son bras. «Non, ma fille. Je deviens lucide. C'est toi qui changes.» Un silence, le genre de silence qui pèse plus qu'une dispute. Puis Élise s'écarta brusquement, attrapa son sac et dit, d'une voix glaciale: «Très bien, si tu veux jouer à ça, débrouille-toi. Mais ne viens pas pleurer quand il sera trop tard.» La porte claqua. Madeleine resta seule, debout, droite. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, mais une forme de soulagement. Les masques étaient tombés. Elle prit son manteau, ses clés, et sortit à son tour. L'air de Marseille était lourd, saturé de vent marin. Elle prit le bus jusqu'au centre-ville, traversa la rue Paradis, entra dans le petit immeuble où se trouvait l'étude notariale. «Bonjour, madame Laurent», dit la secrétaire avec un sourire nerveux. «Maître Durand vous attend.» Elle entra. Le notaire, un homme dans la soixantaine, leva la tête de son bureau. «Madeleine, asseyez-vous.» Elle s'exécuta, posa le dossier sur la table. «Je crois que ma fille veut me vendre avec ma maison», dit-elle. «Hélas, ce n'est pas rare», répondit-il doucement. «Mais nous allons rectifier cela.» Il ouvrit le mandat, parcourut les pages, fronça les sourcils. «Voilà, regardez ici. Clause de cession exclusive, durée illimitée, droit de transfert automatique.
C'est une arnaque pure et simple. Si la signature est maintenue, vous perdez tout pouvoir. Madeleine garda le silence. Heureusement, ajouta-t-il, vous avez encore la possibilité de révoquer ce mandat. Il faut le faire immédiatement. Et surtout, agir discrètement. Je ne veux pas seulement l'annuler, dit-elle. Je veux protéger ce qui reste, définitivement. Le notaire croisa les doigts. Vous avez encore cette SCI, Lormed, n'est-ce pas? Oui, parfait. Nous allons transférer le bien à la société. Ensuite, vous ferez donation des parts à une entité de votre choix. Cela bloquera toute tentative de revente. Madeleine sourit pour la première fois de la journée. Une entité de mon choix? J'en ai déjà une en tête. Durand leva les yeux, intrigué. Laquelle? Une fondation, pour les anciens soignants, ceux qu'on oublie, ceux qui, comme moi, finissent par coûter trop cher. Il hocha lentement la tête, admiratif. Vous êtes une femme remarquable, Madeleine. Non, simplement une femme qu'on a sous-estimée. Ils rédigèrent les documents, prirent rendez-vous pour la signature officielle. Quand elle ressortit, l'air paraissait plus clair. Dans la rue, le vent faisait claquer les enseignes. Le bruit des voitures se mêlait à celui des mouettes. Elle leva les yeux vers le ciel. Devant une boulangerie, elle aperçut un couple. Un homme jeune, une femme enceinte, riant en se tenant par la main. Elle eut un pincement au cœur, un souvenir d'Élise petite, accrochant des dessins sur le frigo en criant « Regarde, maman, c'est toi et moi, main dans la main ». Elle ferma les yeux. Le dessin s'était effacé, le fil entre elles aussi. Mais quelque chose d'autre, plus ancien, venait de renaître en elle, l'instinct de survie. En rentrant, elle s'arrêta devant le miroir de l'entrée. Ses cheveux gris encadraient un visage fatigué mais ferme. Elle se parla à elle-même comme elle l'aurait fait à une patiente. « Tu vas tenir, tu vas faire ce qu'il faut, et tu ne trembleras plus. » Puis elle ajouta en souriant doucement, « Elle croit que tu vas t'effondrer, montre-lui comment on se relève. » Elle éteignit la lumière du couloir, rangea le mandat dans une enveloppe scellée et inscrivit dessus « Preuve d'amour mal placé ». Le lendemain, elle devait retourner chez Durand pour signer la réattribution. Mais ce soir-là, avant d'aller dormir, elle ouvrit la fenêtre et laissa le vent s'engouffrer. La pluie s'était arrêtée. Le silence, lui, sonnait déjà comme une promesse de revanche. Le lendemain, le ciel de Marseille était d'un gris sale. Madeleine enfila son vieux manteau de laine, celui qu'elle portait autrefois pour aller travailler à l'hôpital à 5 heures du matin quand la ville dormait encore. Elle prit le bus de la ligne 19, direction le Vieux-Port, dans sa main son sac en cuir usé, à l'intérieur duquel reposait le mandat annulé, le dossier de la SCI Lormed et le carnet noir, son arme silencieuse. Elle descendit à l'arrêt Castellane, poussa la porte de la Banque provençale. Le hall sentait le désinfectant et le café brûlé. Les guichets étaient encore vides. Derrière un bureau vitré, un jeune homme leva la tête. Il avait des yeux rieurs, une barbe de 3 jours et le genre de politesse rare qu'on ne feint pas. « Bonjour madame, vous avez rendez-vous ?»« Oui, avec monsieur Rossi. Dites-lui que c'est Madeleine Laurent. » Quelques minutes plus tard, le banquier l'accueillait dans son bureau, large sourire aux lèvres. « Madame Laurent, cela faisait 20 ans au moins. Vous n'avez pas changé ?»« Oh si, dit-elle en s'asseyant. Mais je deviens de nouveau utile, on dirait. » Elle posa les papiers sur la table. « Vous m'avez parlé hier d'un compte toujours actif au nom de la société Lormed. J'aimerais en savoir plus. » Le banquier feuilleta le dossier, pianota sur son clavier, puis se figea. « Eh bien, je crois que vous allez être agréablement surprise. » Il tourna l'écran vers elle. Des chiffres s'affichaient, beaucoup de chiffres. Madeleine plissa les yeux. « C'est bien en euros ?» « Oui, madame, ce compte n'a pas été touché depuis 2009. Les loyers de 2 biens situés à Aix-en-Provence et à Arles ont continué d'être versés automatiquement. Les locataires sont toujours en place et les intérêts ont gonflé la somme de manière significative. Significative à quel point? Vous disposez actuellement de 812 000 euros sur le compte principal et environ 60 000 sur le compte de réserve. » Elle resta immobile. Son souffle se suspendit un instant. 800 000 euros. Elle pensa à sa fille, à ses phrases coupantes. « Tu coûtes trop cher !» Elle eut envie de rire. Rossi continua, ignorant la tempête qui se jouait dans sa tête. « Si vous le souhaitez, nous pouvons transférer la gestion sur votre compte personnel ou maintenir la structure existante. »« Non, gardez tout comme c'est. Rien ne bouge, sans mon accord écrit. Et je veux que vous ajoutiez un signataire secondaire. » « Qui donc ?»
Maître Durand, notaire. Il saura quoi faire si quelque chose m'arrive. Le banquier nota, impressionné. Vous savez, Madame Laurent, la plupart des gens oublient ces structures tectes avec le temps. Vous, vous avez tout conservé. Parce que j'ai appris une chose en soignant les autres, répondit-elle. Le corps vieillit, mais la mémoire d'une femme, quand on l'a méprisée, ne meurt jamais. Elle se leva, remit son manteau, puis ajouta « Envoyez-moi aussi les relevés mensuels. Je veux tout suivre. » En sortant de la banque, elle sentit pour la première fois depuis des semaines le vent du large sur son visage. Il avait le goût de la liberté. Sur le chemin du retour, elle s'arrêta dans une petite librairie de quartier. Elle y entra sans réfléchir. L'odeur du papier et du café la ramena à une époque où elle y venait avec Élise pour acheter des romans jeunesse. Derrière le comptoir, une femme d'une cinquantaine d'années leva les yeux. « Madeleine, c'est bien toi ?»« Sophie, mon Dieu, ça fait combien d'années ?»« 20 au moins. Tu venais avec ta gamine, la petite Élise. Elle adorait les contes. » Madeleine esquissa un sourire triste. « Oui, elle aimait beaucoup les histoires, surtout celles où la fibre triomphe à la fin. » Elles rirent doucement, mais Sophie sentit quelque chose de cassé derrière ce rire. « Tu veux un café ?»« Volontiers. » Elles parlèrent un moment, comme deux vieilles amies qui reprennent un fil sans effort. Madeleine raconta sans entrer dans les détails. Sa fille, la maison, les papiers. Sophie posa sa main sur la sienne. « Tu n'as rien à prouver, tu sais. Les enfants oublient vite tout ce qu'on a donné. »« Peut-être, » répondit Madeleine. « Mais parfois, il faut leur rappeler qu'ils n'ont pas tout pris. » Avant de partir, elle acheta un carnet relié en cuir brun. Sur la première page, elle écrivit au stylo « Plan B, réappropriation complète ». Sous ce titre, elle nota 3 noms. Lormed, réactivation complète Durand, transfert partiel, Élise, observation. Ne pas agir trop tôt. Le soir venu, en rentrant chez elle, elle trouva un message sur son répondeur. La voix d'Élise. « Maman, écoute, j'ai peut-être été un peu dure hier, je veux qu'on reste en bons termes. Philippe pense qu'on devrait dîner ensemble ce week-end. Chez toi, ça te va ?» Madeleine écouta sans un mot, puis appuya sur lecture une seconde fois. La voix de sa fille sonnait faux, tendue, presque nerveuse. Elle effaça le message. « Très bien, ma fille, » murmura-t-elle. « Tu veux dîner ? On dînera, mais cette fois, c'est moi qui choisirai le menu. » Elle ferma les volets, alluma la lampe de la cuisine et reprit son carnet. Sa main ne tremblait plus. Elle venait de redevenir celle qu'elle avait toujours été, une femme qui soigne. Sauf que cette fois, le patient, c'était la vérité. Le samedi soir, l'air avait cette lourdeur typique des fins d'hiver à Marseille. Humide, presque électrique. Madeleine avait tout préparé, pas un grand repas, non, mais un dîner simple, précis, maîtrisé. Une soupe aux poireaux, du poisson au four, un gâteau maison qu'Élise aimait autrefois quand elle était enfant. Un détail calculé, comme chaque geste depuis une semaine. À 19h30, la sonnette retentit. Élise entra la première, suivie de Philippe. Elle était tirée à 4 épingles. Manteau clair, maquillage impeccable, sourire forcé. Philippe, lui, affichait cette politesse distante, celle des hommes qui n'aiment pas être là, mais qui n'osent donc pas le dire. « Bonsoir, maman », fit Élise, faussement enjouée. « Quelle bonne odeur !»« Bonsoir, mes enfants. Entrez donc, il fait froid dehors. » Le mot « mes enfants » la fit tiquer, et Philippe détourna les yeux. Madeleine referma la porte doucement, sans se presser. La maison, éclairée par la lumière jaune des lampes, avait ce calme rassurant des lieux anciens. Chaque meuble, chaque photo sur le mur semblait les observer. Ils s'assirent dans le salon. Élise posa son sac près du fauteuil, comme si la pièce lui appartenait déjà. « Maman, j'espère que tu ne m'en veux pas pour l'autre jour. J'étais un peu tendue. »« Oh non, ma chérie, tu avais juste un peu trop de raison comme d'habitude, » répondit Madeleine avec un sourire paisible. Philippe toussa, mal à l'aise. « C'est gentil de nous recevoir, vraiment. Allons, Philippe, vous êtes ici chez vous. N'est-ce pas ce que dit votre femme ?» Élise esquissa un sourire crispé. « Tu exagères, maman. »« Peut-être, » dit Madeleine. « Mais parfois, exagérer, c'est la seule façon de faire entendre ce qu'on ne veut pas écouter. » Elle se leva, apporta la soupe. Personne ne parla pendant les premières minutes. Le cliquetis des cuillères sur la porcelaine rythmait le silence. Élise finit par briser la tension. « J'ai reçu un appel du notaire. Il paraît que tu as annulé le mandat. »« C'est vrai. » »« Pourquoi ?» Madeleine leva les yeux vers elle. « Parce que j'ai lu ce que je signais. »
et je n'aime pas être trahie avec un stylo. Élise reposa sa cuillère. Ce n'était pas une trahison, maman. C'était pour t'aider à gérer tout ça. Tu ne peux plus rester seule dans une maison pareille. Pourquoi pas? Parce que tu vieillis, maman. Tu oublies des choses. Tu ne peux plus entretenir ce lieu correctement. Regarde autour de toi. Madeleine regarda autour d'elle lentement, puis hocha la tête. Oui, c'est vrai, j'oublie parfois, mais pas tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je me souviens parfaitement d'avoir signé avec ton père, il y a 30 ans, une société civile immobilière à nos deux noms. Elle s'appelle Lormed, et je crois qu'elle vaut plus que tout ce que tu pourrais vendre ici. Élise fronça les sourcils. Lormed? C'est quoi encore cette histoire? Une vieille histoire, répondit Madeleine calmement. Une histoire de travail, de patience et d'amour. Elle posa sa cuillère. Tu sais, ma fille, quand tu dis que je coûte trop cher, je ne t'en veux pas. Tu as juste oublié combien j'ai payé, moi, pour que tu sois là où tu es. Le silence retomba. Philippe échangea un regard inquiet avec sa femme. Madeleine, si on a dit ou fait quelque chose qui t'a blessée, je te présente mes excuses. Ce n'est pas vous, Philippe. Vous, vous suivez. C'est Élise qui dirige. Élise se redressa, piquée. Et alors? Je ne devrais pas? Tu crois que parce que je suis ta fille, je dois rester à genoux devant toi? Non, dit Madeleine calmement. Je crois juste qu'avant de juger ceux qui t'ont porté, il faut apprendre à regarder d'où tu viens. Elle se leva, prit la casserole encore chaude et servit du poisson. Mange, Élise, tu en auras besoin. Les jours à venir risquent d'être lourds. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda sa fille, méfiante. Madeleine s'assit à nouveau, posa ses mains à plat sur la table. Que tout a un prix, et que parfois ce qu'on croit gagner, on le paie plus tard. Autrement, elle ne dit rien de plus. Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu. Quand Élise et Philippe se levèrent pour partir, Madeleine les accompagna jusqu'à la porte. Merci pour ce repas, murmura Philippe. De rien. Oh, et Élise? Sa fille se retourna. Oui? Ne t'inquiète pas, tout ira bien, je m'occupe de tout maintenant. Le ton était si doux, si mesuré, qu'Élise ne sut pas s'il s'agissait d'une promesse ou d'une menace. Lorsqu'ils furent partis, Madeleine referma lentement la porte, puis resta un long moment immobile dans le couloir. Sur la table, il restait 2 verres encore pleins. Elle en prit un, observa le reflet tremblant de la lumière dans le vin, puis murmura « C'est drôle, ils ont peur de perdre une maison, alors qu'ils n'ont déjà plus de cœur. » Elle alla chercher son carnet brun et y inscrivit Phase 2, observation terminée, action imminente. Puis, en bas de la page, elle ajouta une phrase qu'elle n'avait jamais écrite de sa vie. Ne pas pardonner trop tôt. Le pardon est une arme, pas une faiblesse. Elle éteignit les lumières. Dans l'obscurité, son reflet dans la vitre semblait plus jeune, plus dur. Comme si, enfin, elle redevenait la femme qu'elle avait dû cesser d'être pour élever quelqu'un qui, aujourd'hui, la traitait comme un poids. Cette nuit-là, Madeleine ne dormit pas. Elle réfléchit, elle calcula. Et quand l'aube pointa, elle savait exactement comment transformer l'amour blessé en leçon inoubliable. Le lundi matin, le ciel s'était vidé de toutes couleurs. Une lumière pâle filtrait à travers les volets, dessinant des bandes grises sur les murs. Madeleine s'était levée tôt, le visage calme, mais les yeux vifs. Aujourd'hui, elle allait mettre son plan en marche. Elle enfila un manteau sobre, rangea dans son sac les documents préparés avec soin, le dossier Lormed, le relevé de la banque, la lettre d'annulation du mandat et une enveloppe blanche qu'elle avait écrite à la main. Sur l'enveloppe, il y avait simplement inscrit Fondation des mains fidèles, projet initial. Elle prit un café noir, fort, brûlant comme un rappel qu'elle n'avait plus l'âge des hésitations. Quand elle entra dans le bureau de maître Durand, l'air sentait le cuir et le papier ancien. Le notaire se leva aussitôt. Madame Laurent, vous êtes ponctuelle, comme toujours. Et vous, toujours prêt à sauver les âmes perdues, répondit-elle avec un léger sourire. Il lui indiqua une chaise. Vous m'avez parlé d'un projet de transfert, une fondation, si je me souviens bien. Madeleine posa l'enveloppe devant lui. Pas une fondation classique, un geste plutôt, une façon de remettre les choses à leur chaille, à leur place. Le notaire sortit ses lunettes, lut rapidement le document manuscrit. Son expression changea au fil de la lecture. Vous souhaitez transférer la pleine propriété de vos biens, maison, compte, Bartouik, part de société,
À une fondation d'utilité publique, dont vous seriez la présidente jusqu'à votre décès? C'est exact, et cette fondation aurait pour mission d'aider les anciens soignants en difficulté financière. Elle hocha la tête. J'ai vu trop de femmes passer leur vie à sauver les autres pour finir seules, oubliées, traitées comme des charges. Je veux que cette maison serve à autre chose qu'à l'ingratitude. Le notaire referma le dossier, lentement. C'est une démarche noble, mais vous savez que votre fille risque de contester? Elle peut essayer. La maison ne m'appartiendra plus au moment où elle le fera, et il n'y a rien à contester quand on ne possède rien. Durand esquissa un sourire discret. Vous avez tout prévu. Non, j'ai simplement appris à ne plus être naïve. Ils passèrent 1 heure à tout relire, clause après clause, jusqu'à ce que chaque mot soit clair. Quand vint le moment de signer, Madeleine prit le stylo, respira profondément et posa sa signature d'un geste sûr. Le bruit du stylo sur le papier résonna dans le silence comme un verdict. Durand rangea les feuillets dans une chemise cartonnée. C'est fait. La maison appartient désormais à la Fondation. Vous en conservez l'usage à vie, mais juridiquement, votre fille n'a plus aucun droit dessus. Madeleine se leva, droite, digne. Parfait. Vous ne voulez pas qu'elle l'apprenne? Oh si, répondit-elle. Mais pas tout de suite, je veux qu'elle découvre la vérité au moment précis où elle pensera avoir gagné. Le notaire la regarda longuement. Vous êtes redoutable, madame Laurent. Non, maître Durand, je suis fatiguée d'être gentille. En sortant du bureau, elle traversa la rue et s'arrêta dans un petit café. Le serveur la reconnut. Un espresso comme d'habitude? Oui, mais double aujourd'hui. Les jours importants méritent un peu plus d'amertume. Elle sortit de son sac le carnet brun et nota, d'une écriture ferme: Phase 3, sécurisation accomplie. Maison transférée. Aucun recours possible. Prochaine étape, laisser venir la tempête. Elle referma le carnet, but son café d'un trait et sortit sans se retourner. L'après-midi, elle reçut un message vocal d'Élise. Maman, le notaire refuse de me donner les documents. Il prétend qu'ils ne sont plus accessibles. Qu'est-ce que t'as fait? Tu te rends compte que tu bloques tout le processus? La voix était nerveuse, brisée par la colère. Madeleine écouta, puis réécouta. Elle sourit. À la fin du message, Élise avait ajouté: Je passe demain. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Madeleine hocha la tête, seule dans sa cuisine. Oui, viens, ma fille. Il est temps que tu découvres combien je coûte cher. Le soir, elle prit le téléphone et appela discrètement Durand. Maître, vous vous souvenez de la clause? Celle de confidentialité en cas de contact extérieur. Oui, madame Laurent, je m'en occupe. Personne ne saura rien avant l'enregistrement officiel. Parfait, et n'oubliez pas d'envoyer la lettre scellée à la banque demain matin. Elle raccrocha puis resta un long moment immobile, à contempler la lampe qui projetait une lumière dorée sur le mur. Sur la commode, une photo d'Élise enfant, en robe blanche, souriante, lui renvoyait un regard d'autrefois. Tu étais mon avenir, murmura Madeleine. Maintenant, tu seras ma leçon. Elle souffla la bougie, laissant la maison dans une demi-obscurité paisible. Au loin, la mer se levait. Le calme avant la chute. Le lendemain matin, le ciel était clair, presque indifférent, le genre de matinée où tout semble paisible, sauf quand on sait qu'un orage approche. Madeleine se leva tôt, comme à son habitude, prépara du café, ouvrit les volets. Le soleil se glissa dans la pièce, éclairant les photos sur la cheminée, des fragments d'une vie qui, pour Élise, ne valait sans doute plus rien. À 9 heures pile, on frappa à la porte. 3 coups secs, décidés. Madeleine n'eut pas besoin de regarder, elle savait déjà. Elle ouvrit, Élise se tenait sur le pas de la porte, un dossier sous le bras, le visage tendu, accompagnée de 2 hommes vêtus de blouses grises. Bonjour maman, dit-elle d'un ton faussement doux. Ce sont les déménageurs. Les déménageurs? Oui, on a trouvé une résidence très correcte à Cassis. Vue sur la mer, personnel médical attentif, c'est mieux pour toi. Madeleine laissa un bref silence s'installer, comme pour savourer l'absurdité de la scène, puis elle répondit: Vue sur la mer? Tu sais que j'ai déjà la mer ici, Élise. Juste derrière les pins. Tu veux que je t'y emmène? Élise soupira. Maman, ne recommence pas. J'essaie juste de t'aider. En vidant ma maison? En te simplifiant la vie, tu seras plus tranquille, crois-moi. Madeleine observa sa fille. Elle vit la nervosité dans ses yeux, ce mélange de colère et d'impatience mal contenue. Philippe apparut à son tour, costume impeccable, sourire d'usage.
Bonjour Madeleine. On va essayer de faire ça rapidement. Les deux hommes commencèrent à entrer, à toucher les cartons, les meubles, à déplacer des objets qu'elle n'avait pas autorisés à bouger. Madeleine resta immobile, les mains croisées. Puis, doucement, elle dit: Vous pouvez arrêter. Un des hommes leva les yeux, confus. Pardon, madame. Posez tout. Et sortez. Sa voix n'était ni forte ni menaçante, mais elle portait une autorité qui coupa net tout mouvement. Les hommes échangèrent un regard, puis regardèrent Élise. Mademoiselle, on fait quoi? Élise prit une inspiration. Continuez, c'est ma maison aussi. Madeleine tourna alors la tête vers elle, lentement. Non, ma chérie, ce ne l'est plus. Quoi? Madeleine s'avança, s'appuya sur la table du salon. Je dis que cette maison ne t'appartient pas, plus maintenant. Élise eut un rire nerveux. Maman, ne sois pas ridicule. J'ai les papiers, les signatures, les signatures d'un mandat que j'ai révoqué, dit Madeleine calmement. Elle ouvrit un tiroir, sortit une chemise cartonnée et la posa sur la table. Voici la preuve, l'acte de transfert. La maison appartient désormais à la Fondation des Mains Fidèles. Tu connais? Non, bien sûr que non. C'est une fondation que j'ai créée. Cette maison servira à héberger des soignantes à la retraite. Élise blêmit. Tu plaisantes? Non, j'ai passé ma vie à soigner les autres. Il est temps que ma maison fasse la même chose. Philippe s'approcha, pâle. Madeleine, c'est illégal. Vous ne pouvez pas. Oh, si, je peux. Et je l'ai fait. Elle sortit un deuxième document, tamponné du sceau notarial. Voici l'acte enregistré par Maître Durand hier matin. Tout est officiel. Vous pouvez vérifier. Élise s'empara du papier, le lut à la hâte, puis recula la bouche entr'ouverte. Ce n'est pas possible. Tu as tout transféré? Oui, et j'ai conservé l'usufruit, ce qui veut dire que je vivrai ici jusqu'à ma mort. Personne ne pourra m'en déloger. Ni toi, ni ton mari, ni personne d'autre. Un silence s'abattit sur la pièce. Même les déménageurs, mal à l'aise, ne bougeaient plus. Philippe posa une main sur le bras d'Élise. Viens, on s'en va. Mais elle ne bougea pas. Ses yeux restaient fixés sur sa mère. Tu as fait ça pour me punir? Non, répondit Madeleine doucement, pour te rappeler que rien ne m'était dû, que l'amour ne donne pas le droit de tout prendre. Élise secoua la tête, incrédule. Tu es folle? Tu détruis tout pour prouver quoi? Que je n'étais pas à vendre. Madeleine s'approcha lentement et posa une main sur la joue de sa fille. J'aurais aimé que tu le comprennes sans ça. Mais certaines leçons doivent se payer. Élise se recula, les yeux brillants de rage. Tu vas regretter ça? Non, toi peut-être. Madeleine se tourna vers les deux déménageurs, pétrifiés. Messieurs, merci pour votre temps. Vous pouvez partir. Les hommes se regardèrent, ramassèrent leurs affaires et quittèrent la maison, sans un mot. Philippe suivit, tentant d'emmener Élise. Elle resta quelques secondes figée, puis sortit à son tour, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Le silence revint. Madeleine resta seule dans le salon, les papiers encore sur la table. Elle les rangea soigneusement dans la chemise, puis dans le buffet, à côté des vieilles lettres de son mari. Elle s'assit. Un chat de la rue, qu'elle nourrissait parfois, sauta sur le rebord de la fenêtre. Elle lui caressa la tête. Tu vois, mon vieux, ils pensent dit que les vieilles femmes ne savent plus rien faire. Mais parfois, il faut juste leur laisser croire qu'on dort. Pendant qu'on construit la suite, elle se leva, servit un verre de vin, le leva vers la lumière. À la mienne, murmura-t-elle, et à toutes celles qu'on croit faibles avant qu'elles se lèvent. Le vent entra par la fenêtre ouverte. Au loin, la mer grondait, mais à l'intérieur, Madeleine souriait. Elle venait de reprendre possession de sa vie, et ce n'était que le début. Le soir même, la maison semblait respirer autrement. Madeleine s'était assise près de la fenêtre, un plaid sur les genoux, le chat roulait en boule à côté d'elle. La pluie tombait en fines lignes obliques, et dans le silence, on pouvait presque entendre le calme après la tempête. Élise n'avait pas rappelé, pas un message, pas un mot. Madeleine savait pourquoi. La honte a besoin de silence pour se digérer. Et la colère, elle, couve dans l'ombre avant de frapper à nouveau. Mais pour l'instant, elle savourait, pas une victoire éclatante, non, une victoire tranquille, celle qu'on goûte seule, sans public, parce qu'on sait qu'on vient de se sauver soi-même. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Elle fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle prit le temps. Le matin, elle lisait sur la terrasse. L'après-midi, elle jardinait. Le soir, elle écoutait la radio en buvant un verre de vin.
Les voisins la saluaient avec curiosité. Ils avaient de vue les déménageurs repartir bredouille, la fille partir en larmes, et la vieille dame ressortir le lendemain avec un air plus vivant qu'avant. Mais un après-midi, alors qu'elle arrosait les géraniums, le téléphone sonna. Madame Laurent, ici la résidence Saint-Clair. Nous avons reçu un dossier de préinscription à votre nom. Souhaitez-vous confirmer votre admission? Madeleine sourit. Non, monsieur, et transmettez mes amitiés à celle qui a cru pouvoir m'y enfermer. Elle raccrocha, le cœur léger. Élise s'obstinait donc encore. C'était presque touchant, cette incapacité à comprendre qu'elle avait perdu. 2 semaines passèrent, puis un matin, on frappa à la porte. Cette fois, ce n'était pas Élise. C'était un homme d'une soixantaine d'années, au regard franc, légèrement voûté, une sacoche en cuir à la main. Bonjour, Madame Laurent. Je suis le docteur Girard. Je travaille à la Fondation des Mains Fidèles. Ah, déjà? Dit-elle avec un sourire. Je ne m'attendais pas à une visite si tôt. Nous avons reçu votre acte de donation et permettez-moi de vous dire que votre initiative a fait du bruit. Madeleine fronça les sourcils. Du bruit? Oui, le ministère de la Santé s'y est intéressé. Votre geste pourrait inspirer un programme pilote pour les anciens soignants isolés. Elle eut un petit rire, presque ironique. Vous voulez dire que ma vengeance devient un modèle social? Le docteur sourit, un peu gêné. Disons que votre générosité trouve un écho. Ils parlèrent longtemps de son projet, de ce que deviendrait la maison après elle. Le docteur Girard lui proposa d'organiser une rencontre avec d'autres anciennes infirmières pour discuter du futur du lieu. Quand il partit, elle referma doucement la porte. Elle ne s'y attendait pas, en voulant protéger sa maison, elle venait sans le savoir d'en faire un refuge. Les jours suivants, la maison se remplit de voix nouvelles. 3 femmes âgées vinrent la voir, anciennes aides-soignantes. Elles s'appelaient Thérèse, Nadia et Lucienne. Elles parlèrent des années passées à l'hôpital, des nuits blanches, des salaires misérables, des enfants partis trop loin. Madeleine les écouta, attentive. Puis elle dit : « Cette maison sera la vôtre aussi. On partagera les repas, les frais, les silences. Pas de hiérarchie ici, seulement de la paix. » Les femmes échangèrent un regard ému. Lucienne murmura : « On n'est pas habitué à ce qu'on nous propose une maison. En général, on nous en retire une. » Alors il était temps que ça change, répondit Madeleine. Le soir, après leur départ, elle resta dehors sur la terrasse. Le soleil plongeait derrière les collines et le ciel prenait la couleur du cuivre. Elle pensa à Élise. Pas avec haine, non, avec une sorte de distance douce. Les enfants, songea-t-elle, finissent toujours par oublier ce que valent les mains qui les ont élevés, jusqu'au jour où ils les cherchent et qu'elles ne sont plus là. Elle reprit son carnet brun, celui où chaque phase de son plan était inscrite. Sur la page suivante, elle écrivit simplement Phase 4, reconstruction commencée. La maison respire, moi aussi. Mais au fond d'elle, elle savait que tout n'était pas fini. Un instinct, vieux comme sa première garde de nuit, lui murmurait que le calme n'était qu'un répit. Et elle avait raison, car le lendemain matin, en allant chercher son courrier, elle trouva une enveloppe blanche, sans timbre, glissée dans sa boîte. Son nom, écrit à la main, reconnaissable entre mille. Élise. Elle l'ouvrit. Une seule phrase, écrite en lettres serrées. Tu crois avoir gagné, mais tu ne sais pas ce que tu viens de perdre. Madeleine resta un moment immobile. Puis elle replia la lettre, la posa sur la table et dit à voix basse : « Je n'ai rien perdu, ma fille. Je t'ai simplement rendue à toi-même. » Elle alluma la radio, mit du jazz. Et pendant que la pluie recommençait à tomber, elle dansa lentement, seule, dans le salon. Libre, enfin. Le matin suivant, un vent glacial descendait de la mer, chargé d'embrun et d'orage. Madeleine s'était réveillée plus tôt que d'habitude. Quelque chose dans l'air, une tension à peine perceptible, l'empêchait de rester au lit. Elle prépara du café, regarda longuement le courrier posé sur la table. La lettre d'Élise était toujours là, repliée, intacte, comme une menace qu'on a cessé de craindre. Vers 10 heures, le téléphone sonna. « Madame Laurent, ici maître Durand. Vous êtes chez vous ? » « Toujours, maître. Pourquoi ? » ?»« Votre fille vient de me contacter. Elle a tenté d'obtenir des copies de vos documents et disons que la conversation a été mouvementée. » Madeleine esquissa un sourire. « Je suppose qu'elle a enfin compris ? » « Oui, et elle n'a pas apprécié. »
J'ai dû lui expliquer que tout était parfaitement légal, irrévocable et conforme. Elle a raccroché sans me laisser terminer. Parfait, répondit Madeleine calmement. Il fallait bien qu'elle entende la vérité un jour. Vous savez, ajouta le notaire d'une voix plus douce, il est rare qu'une femme fasse preuve d'une telle clairvoyance. Beaucoup se seraient effondrés. Vous avez prévu chaque détail. Ce n'est pas de la clairvoyance, maître. C'est de la survie. Et croyez-moi, les femmes qui ont survécu toute leur vie n'ont plus peur de signer un acte. Ils échangèrent quelques mots pratiques, puis elle raccrocha. Elle resta un instant immobile, le combiné encore à la main. Puis un petit rire lui échappa, discret mais sincère. 1 heure plus tard, une voiture noire s'arrêta brusquement devant la maison. Elle reconnut immédiatement la BMW d'Élise. Le moteur resta allumé quelques secondes avant que la portière ne claque. Élise sortit, les joues bandes rouges de colère, un dossier serré contre elle. Elle traversa le jardin à grands pas, sans même regarder les rosiers qu'elle et sa mère avaient plantés 20 ans plus tôt. Madeleine ouvrit la porte avant qu'elle ne sonne. « Entre, ma fille, tu vas attraper froid. »« Épargne-moi ton ton de martyr, » cracha Élise en entrant. Madeleine referma calmement la porte. « Du café ? Non, je ne suis pas venue pour ça. » Elle posa le dossier sur la table. « Tu crois que je vais te laisser faire? Tu crois que tu peux tout me voler comme ça ?»« Te voler ?» répéta Madeleine, surprise. « C'est drôle, c'est exactement le mot que je me répétais quand tu m'as tendu ton mandat de vente. » Élise tapa du poing sur la table. « Tu as tout donné à cette fondation ridicule. Tu t'es fait manipuler. Ces gens vont tout prendre, ils vont te dépouiller. »« Ces gens, dit Madeleine doucement, c'est moi. » Élise fronça les sourcils. « Quoi ? C'est moi, la présidente de la fondation, et je resterai à ce poste jusqu'à ma mort. Rien ne pourra être vendu ni modifié sans mon accord. » Le silence qui suivit fut glacial. Élise se laissa tomber sur une chaise, abasourdie. « Tu t'es organisée contre moi ?»« Non, je me suis organisée pour moi. Tu n'as pas idée du bien que ça fait. » Philippe entra alors à son tour, l'air tendu. Il avait attendu dehors, sans doute pour laisser sa femme gérer. « Madeleine, tenta-t-il d'une voix plus posée, il faut être raisonnable. Vous ne pouvez pas prendre des décisions aussi lourdes sans prévenir personne. »« Oh, mais je vous ai prévenu, » répondit-elle avec douceur. « Vous n'avez simplement pas écouté. » Elle s'assit en face d'eux. « Vous savez, j'ai compris quelque chose ces derniers temps. Quand on dit qu'une femme coûte trop cher, on ne parle jamais de son argent. On parle de son existence, de son indépendance, de sa mémoire, et ça, personne n'a les moyens de me le racheter. » Élise baissa les yeux, serrant les poings. « Tu es cruelle. »« Non, libre. Il y a une différence. » Philippe posa une main sur l'épaule de sa femme. « Allons-y, Élise, ce n'est plus la peine. » Mais elle resta figée, le regard vide. « Qu'est-ce que je vais dire, hein, aux amis, à la banque? Que ma propre mère m'a déshéritée ?» Madeleine se leva, s'approcha d'elle et posa une main sur sa joue. « Ah, tu leur diras la vérité, que tu as voulu vendre ta mère et qu'elle t'a rappelé que l'amour ne se monnaie pas. » Élise la repoussa violemment, les yeux pleins de larmes. « Tu me détestes ? » ?»« Non, je t'aime encore. Mais je refuse de t'aimer au point de disparaître. » Elle recula, respira profondément. « Va, Élise, tu reviendras quand tu comprendras ce que tu as perdu. » Sa fille resta un instant immobile, puis quitta la maison sans un mot. Philippe la suivit, tête basse. Madeleine resta debout un moment dans le silence. Elle s'approcha de la fenêtre, observa la voiture s'éloigner, avalée par la route. Puis elle murmura « C'est fini ». Elle se tourna vers la table, où restait la tasse vide d'Élise. Elle la prit, la lava soigneusement, puis la rangea dans le buffet. Tout avait retrouvé sa place. Mais le soir, une surprise l'attendait. Son téléphone vibra, un message vocal. Une voix inconnue, grave, posée. « Madame Laurent, ici la rédaction de la Provence. Nous avons entendu parler de votre initiative. Une fondation créée par une ancienne infirmière pour aider les soignants précarisés, c'est une belle histoire. Nous aimerions en parler dans notre édition de demain. Pourriez-vous nous recevoir ?» Elle écouta le message 2 fois, puis sourit. « Tiens, pensa-t-elle, voilà que ma revanche devient contagieuse. » Elle prit son carnet brun et nota « Phase 5, vérité publique. Laisser la lumière faire son travail. » Puis elle s'assit à sa table, sortit une feuille blanche et commença à écrire. Une lettre, pas pour sa fille cette fois, mais pour tous ceux qu'on avait traités de trop vieux, trop lents,
trop coûteux. Le titre, en haut de la page, s'imposa à elle sans qu'elle y réfléchisse. Ils m'ont accusée de coûter trop cher. Elle sourit, prit son stylo et se mit à écrire, la main ferme, le cœur enfin léger. La nuit avait été courte. Madeleine s'était couchée tard, penchée sur la table de la cuisine, à écrire cette lettre qu'elle avait gardée en elle pendant des semaines, peut-être des années. Quand elle posa enfin le point final, le jour se levait déjà, timide et doré, au-dessus des collines. Elle relut son texte une dernière fois avant de l'envoyer à la Provence. Pas une plainte, pas une supplique, une vérité nue, droite, sans phare. Ils m'ont accusée de coûter trop cher. J'ai passé 40 ans à réparer les corps des autres, à panser leurs blessures, à consoler leurs familles, à les tenir par la main quand ils n'avaient plus personne. Et aujourd'hui, parce que mes cheveux sont gris et que mes pas sont plus lents, on me dit inutile, encombrante, trop chère, mais ce que je coûte, c'est le prix de la mémoire. Ce que je vaux, c'est tout ce que j'ai donné, sans compter. Elle y racontait, sans nommer Élise, l'histoire d'une mère qu'on voulait déplacer comme un meuble, d'une femme qu'on traitait en charge au lieu d'en héritage. Et surtout, elle parlait pour toutes les autres, celles qu'elle avait vues dans les couloirs de l'hôpital, oubliées dans leurs robes de chambre, attendant qu'on se souvienne d'elles. Elle termina ainsi. Je ne suis pas une dépense, je suis un capital humain. Et si un jour vous pensez qu'un être aimé coûte trop cher, demandez-vous ce qu'il vous a rapporté avant de compter. Madeleine signa. Madeleine Laurent, 72 ans, infirmière retraitée. Puis elle appuya sur envoyer, une libération, un souffle, comme si toutes les voix qu'elle avait portées en elle trouvaient enfin la sienne. 2 jours plus tard, le téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Des appels, des messages, des journalistes. Sa lettre avait été publiée et elle faisait le tour du pays. Le titre de La Provence trônait en une. Ils m'ont accusé de coûter trop cher. Le cri d'une retraitée émeut toute la France. Les réseaux s'étaient enflammés. Des centaines de commentaires, de partages, de lettres de soutien. Des femmes de tous âges racontaient leurs histoires. Ma fille m'a fait la même chose. Mon mari m'a mise en maison de retraite sans me consulter. Je croyais être seule. Madeleine lut tout, chaque mot, chaque témoignage. Elle n'en revenait pas. Ce qu'elle avait vécu dans le silence devenait soudain une cause publique. À midi, le docteur Girard de la Fondation l'appela. Madeleine, votre texte est une bombe. On parle de vous partout. Les médias veulent m'en venir vous voir. Qu'ils viennent, répondit-elle simplement, mais qu'ils parlent surtout de celles qui n'ont plus la force de le faire. Le docteur sourit dans le combiné. Vous savez, vous êtes en train de changer quelque chose. Les gens vous voient comme un symbole. Je ne suis pas un symbole, docteur. Je suis juste une femme qu'on a sous-estimée. Le soir, la télévision locale appela à son tour. Une journaliste voulait tourner un petit reportage dans la maison, montrer l'endroit, parler de la fondation, lui donner un visage. Madeleine accepta, à contre-cœur. Elle n'aimait pas la lumière, mais cette fois, elle sentait que ce n'était pas pour elle seule. Quand l'équipe arriva, elle les reçut avec un calme souverain. La journaliste, une jeune femme nommée Léa, lui posa des questions simples, directes. Vous n'avez jamais eu peur des conséquences? J'ai eu peur, bien sûr, mais à mon âge, la peur devient un luxe. J'ai préféré choisir la dignité. Et votre fille? Un silence. Je lui souhaite de comprendre un jour que l'amour ne se compte pas. Léa la regarda longuement, émue. Votre histoire va toucher beaucoup de gens. Quand l'équipe partit, la maison retrouva son calme. Mais Madeleine savait que quelque chose avait changé dehors. Les vieux n'étaient bon plus invisibles. Ce soir-là, elle reçut un appel inattendu, une voix hésitante, tremblante. Maman? Elle reconnut Élise immédiatement. Le cœur battant, elle resta silencieuse. J'ai vu ton article, commença sa fille. Tout le monde en parle, même à mon travail. Ah, tu lis la Provence maintenant? Ce n'est pas drôle, maman. Tu m'as humiliée. Non, Élise, je t'ai libérée. Il fallait que tu vois ce que j'avais dû devenir pour survivre à ton mépris. Un long silence s'installa. On n'entendait que la respiration de sa fille, hésitante, cassée. Je ne voulais pas, enfin, je ne pensais pas que ça irait si loin. C'est toujours ce qu'on dit quand on blesse quelqu'un, murmura Madeleine. Puis après un moment, tu m'as accusée de coûter trop cher. Maintenant, tu sais combien je vaux? Élise voulut répondre, mais aucun mot ne sortit. Bonne nuit, ma fille, dit simplement Madeleine avant de raccrocher.
Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta dehors, sur la terrasse, à écouter les grillons. La mer, au loin, murmurait doucement. Elle avait mis le monde face à lui-même. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus peur de ce qu'il verrait. Sur son carnet brun, elle écrivit Phase 6, vérité révélée, silence retrouvé. Puis elle ajouta en bas de la page Je ne leur ai rien pris, je leur ai seulement rendu leur conscience. Le matin suivant, la ville s'était réveillée avec son nom dans toutes les bouches. Les journaux nationaux avaient repris la Provence, Le Parisien, France Info, Le Monde. Le titre était partout. Ils m'ont accusé de coûter trop cher, la lettre d'une retraitée fait trembler les consciences. Madeleine n'avait rien demandé de tout ça, mais elle le savait. Une fois la vérité lancée, elle ne vous appartient plus. Et désormais, c'était elle, la vieille femme anonyme de Marseille, qui incarnait tout ce qu'on avait voulu faire taire. Ce matin-là, des inconnus frappaient à sa porte. Des voisins, des passants, des journalistes. Certains lui apportèrent des fleurs, d'autres des lettres, beaucoup simplement des regards humides, et reconnaissants. Une femme, la cinquantaine, s'avança timidement avec une enveloppe. C'est de la part de ma mère, dit-elle. Elle vit dans un EHPAD à Toulon. Elle voulait vous dire merci. Madeleine accepta la lettre, émue. À l'intérieur, une écriture tremblante. J'ai 84 ans. J'ai élevé 4 enfants. Aucun ne vient me voir. Mais ce matin, j'ai lu vos mots et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle referma la lettre avec précaution, comme si elle tenait un cœur entre ses doigts. Vers midi, la télévision nationale se présenta devant sa maison, une équipe complète, caméra, micro, projecteur. Léa, la jeune journaliste, était revenue, les yeux brillants d'adrénaline. Madeleine, on vous veut en direct à 20h. Le pays entier veut entendre votre voix. Elle hésita. Puis, doucement, je n'ai jamais cherché à être vue. Justement, répondit Léa, c'est pour ça que vous devez parler. Parce que vous ne cherchez rien. Madeleine soupira. Ah, très bien, mais je veux qu'on parle des autres. Pas de moi. Des femmes comme Thérèse, Nadia et Lucienne. Ce sont elles, le vrai sujet. La journaliste hocha la tête. Promis. Le soir, la caméra s'alluma, la lumière se posa sur son visage. Elle n'était pas maquillée, refusant qu'on efface les rides qui racontaient sa vie. Devant elle, un micro, une tasse de thé et un silence. Puis la présentatrice lança ce soir, la France découvre Madeleine Laurent, la voix des oubliés. Madeleine prit la parole. Pas un discours, pas un manifeste, juste quelques phrases, claires, nues, humaines. Je n'ai jamais voulu être un symbole. J'ai seulement voulu qu'on se souvienne que ceux qui ont construit ce pays méritent mécate mieux que le mépris. On nous appelle les anciens, mais sans nous, il n'y aurait rien à continuer. Elle marqua une pause. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une femme qui a eu mal et qui a refusé de s'éteindre en silence. Le plateau entier resta figé. Un technicien, au fond, essuyait discrètement une larme. Quand l'émission se termina, le standard de la chaîne explosa. Des milliers d'appels, des messages, des témoignages. Son nom devint un hashtag. Les gens partagèrent sa lettre, son image, ses mots. Mais pour une autre, cette lumière fut insupportable. Élise. Ce même soir, dans son appartement du centre-ville, elle fixait l'écran, blême. La caméra montrait sa mère, souriante, droite, digne. Les commentaires défilaient sous la vidéo. Quelle femme! Une légende vivante. Voilà une vraie mère. Élise éteignit brusquement la télévision. Son mari entra dans le salon. Tu devrais être fière, dit Philippe doucement. Fière? De quoi? D'être la fille que tout le monde déteste maintenant? Elle s'effondra dans le canapé. Pour la première fois, Philippe ne répondit pas. Il la regarda simplement et dans ses yeux, elle lut ce qu'elle craignait, un mélange de désillusion et de pitié. Elle t'a juste renvoyé ton reflet, Élise, dit-il enfin. Ce n'est pas elle qui t'a détruite, c'est toi. Le lendemain matin, Madeleine ouvrit les volets sur un jour nouveau. Des journalistes campaient déjà dans la rue, mais elle s'en fichait. Elle mit du café à chauffer, puis s'assit à la table, le carnet brun devant elle. Elle écrivit Phase 7, résonance. L'histoire ne m'appartient plus, elle appartient à celle qui se relève. Puis elle se leva, prit son manteau et sortit. Dehors, 3 femmes l'attendaient.
Thérèse, Nadia et Lucienne, un panier de croissants à la main. Alors la star lança Thérèse en riant. Non, dit Madeleine, juste la première d'une longue file. Elles s'assirent donc sur le banc, au soleil, comme trois vieilles amies qui n'avaient plus rien à prouver. Et tandis que la brise marine caressait leur visage, Madeleine pensa: le scandale n'était pas d'avoir été trahie. Le scandale, c'était d'avoir survécu avec le sourire. Ce soir-là, elle reçut un dernier message, une voix fragile, presque chuchotée. Maman, j'ai regardé ton émission. Tu avais raison. Un silence, puis pardon. Madeleine ferma les yeux. Pas de triomphe, pas de vengeance. Seulement une paix simple, inattendue. Elle ne répondit pas. Pas encore. Le pardon viendrait, mais pas tout de suite. Ce soir, elle voulait seulement savourer ce qu'elle avait gagné. Le respect, la liberté, et cette douce certitude qu'on n'efface pas une femme qui se souvient de sa valeur. La pluie tombait fine, presque timide ce jour-là. Madeleine était assise dans le salon, un plaid sur les genoux, le regard perdu dans la danse des gouttes contre les vitres. La maison, d'ordinaire si calme, semblait retenir son souffle. Elle savait qu'elle viendrait. C'était écrit dans le silence de la veille, dans ce message laissé sur le répondeur à voix tremblante. « Je veux te parler, maman, une dernière fois. » Vers midi, on frappa. 3 coups discrets, hésitants. Rien à voir avec les entrées brutales d'avant. Madeleine alla ouvrir. Élise se tenait là, trempée, les yeux rougis, les traits tirés. Elle n'avait plus cette assurance froide, cette raideur d'autrefois. C'était une autre femme, ou peut-être la petite fille qu'elle avait été avant de devenir étrangère. « Entre » dit Madeleine simplement. Élise entra sans un mot. Elle resta debout dans le couloir, incapable de poser son sac, comme si elle ne savait plus si elle avait encore le droit d'être ici. « Assieds-toi » proposa Madeleine. La fille s'exécuta lentement, les épaules basses. Un long silence s'installa entre elles, lourd, plein de mots retenus. Puis Élise parla, d'une voix éteinte. « Tout le monde me regarde comme un monstre, maman. Tu veux que je te plaigne ?» demanda calmement Madeleine. « Non, je veux que tu m'écoutes. » Elle inspira profondément. « J'ai lu ta lettre, j'ai vu les émissions. Les gens t'adorent. Et moi, je suis devenue celle qui a voulu vendre sa mère. » C'est ce que tu as voulu faire, non ? Oui, admit Élise sans détour. Et je le regrette. Madeleine arqua un sourcil. Tu regrettes d'avoir essayé ou d'avoir échoué ? Élise ferma les yeux, accablée. Les deux. Madeleine la fixa silencieuse. Pendant un instant, elle crut revoir la jeune fille qu'elle avait élevée seule, celle qui pleurait après ses examens ratés et se réfugiait dans ses bras sans honte. Puis la vision s'effaça, remplacée par la femme adulte qu'elle avait en face d'elle, fatiguée, brisée, peut-être enfin sincère. Pourquoi, Élise ? Pourquoi tout ça ? Parce que j'avais peur. Peur ? De quoi ? De finir comme toi, murmura-t-elle, vieille, seule, oubliée. Cette phrase tomba entre elles comme une pierre dans un puits. Madeleine laissa le silence s'étirer avant de répondre, la voix calme, posée. « Ce que tu ne comprends pas, ma fille, c'est que je n'ai jamais été seule. Même dans le silence, j'avais ma dignité. Et ça, personne ne pouvait me l'apprendre. Pas même toi. » Élise baissa les yeux. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues. « Je ne mérite pas ton pardon. »« Non, » dit Madeleine doucement. « Pas encore. » Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. « Le pardon, Élise, ce n'est pas un cadeau, c'est une fin de phrase. Et la tienne n'est pas terminée. » Élise la regarda défaite. « Alors que veux-tu que je fasse ? Rien, apprends, réfléchis. Et surtout, regarde-toi vraiment. Ce que tu as perdu, ce n'est pas ma maison, c'est ma confiance. » La jeune femme se leva à son tour, hésita. « Je peux revenir ?» demanda-t-elle enfin. « Oui, » répondit Madeleine. « Mais pas pour me consoler. Reviens quand tu voudras me comprendre. » Élise hocha la tête, incapable de parler. Avant de partir, elle s'approcha lentement de sa mère et posa une main sur la table. Ses doigts tremblaient. Madeleine les effleura du bout des siens. Un contact léger, bref, mais vrai. « Maman... » Chut ! Ce mot-là, tu n'as pas besoin de le justifier. Élise quitta la maison sans se retourner. Madeleine la suivit du regard par la fenêtre, la regarda descendre lentement le chemin, tête basse, silhouette floue sous la pluie. Quand elle disparut, Madeleine ferma les yeux. Une larme roula,
silencieuse, et se perdit dans la ride d'un sourire presque imperceptible. Pas de triomphe, pas de rancune, juste la certitude que le poids s'allégeait enfin. Elle retourna s'asseoir, prit son carnet brun et écrivit: Phase 8. Confrontation. La guerre est finie. Il ne reste que la vérité. Puis, en dessous, ajouta: Aimer, ce n'est pas tout donner, c'est savoir ce qu'on ne doit plus offrir. Le soir venu, le vent soufflait fort. Madeleine ouvrit les volets, laissa entrer l'air marin et murmura pour elle-même: Elle reviendra, mais cette fois, ce sera en marchant, pas en exigeant. Puis, elle éteignit la lampe. La pluie s'arrêta. Et dans le silence, pour la première fois depuis longtemps, la maison sembla respirer en paix. Le printemps arriva sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Les jours s'étaient rallongés, la lumière revenait doucement, et la maison, cette maison qu'on avait voulu lui arracher, vivait désormais au rythme des voix, des rires et des pas des femmes qu'elle y avait accueillies. Thérèse, avec ses cheveux d'un blanc éclatant, passait ses matinées dans le jardin à planter des herbes aromatiques. Nadia, plus discrète, s'occupait de la cuisine et préparait des plats orientaux qui embaumaient toute la maison. Et Lucienne, la plus vive, avait ramené un vieux tourne-disque qu'elle faisait jouer tous les soirs. Aznavour, Piaf, Barbara, les chansons d'un autre temps, mais d'un temps vrai. Madeleine les observait souvent, le cœur paisible, elle n'était plus seule. Et surtout, elle ne se sentait plus inutile. Un après-midi, alors qu'elle prenait le thé sur la terrasse, Lucienne lui demanda: Madeleine, t'as conscience que t'as créé un miracle ici? Un miracle? Non, juste une solution, répondit-elle en souriant. Non, vraiment. T'as transformé ta douleur en refuge. Tu sais combien de femmes auraient sombré à ta place? Madeleine haussa ta tête, haussa les épaules. J'ai simplement refusé de me laisser effacer. Et si je peux éviter à d'autres ce sort, alors ma colère aura servi à quelque chose. Nadia leva sa tasse. À Madeleine, la résistante. À toutes les résistantes, corrigea-t-elle doucement. Elles trinquèrent en riant. Le soleil dorait leur visage. Les semaines passèrent et la maison prit des allures de petite communauté. Des retraités isolés venaient de plus en plus souvent frapper à la porte, attirés par les reportages, les articles, les rumeurs. Certaines restaient une heure, d'autres une journée, parfois plus. Elles partageaient un repas, une histoire, un silence. Chaque visite laissait une trace, une voix, une photo, un sourire. La fondation des mains fidèles grandissait. Madeleine recevait des lettres de toute la France, des hôpitaux, des associations, même de jeunes infirmières qui lui disaient: Grâce à vous, on se souvient pourquoi on fait ce métier. Elle lisait tout. Elle ne répondait pas toujours, mais elle gardait chaque lettre dans une boîte en bois, soigneusement rangée dans son armoire. Un matin, elle prit une décision. Elle appela Maître Durand. Maître, j'ai besoin de transférer quelque chose. Encore? Vous n'en avez jamais assez, Madeleine. Oh si, mais je veux que cette fondation vive sans moi, pas comme un héritage, mais comme une promesse. Durand hocha la tête à travers le téléphone. Très bien, nous ferons les démarches. Vous savez, vous êtes en train de bâtir quelque chose de durable. Ce n'était pas prévu, mais parfois, les plus belles choses naissent du pire. Le soir, elle s'assit sur le banc du jardin, regardant la mer au loin. L'air sentait le sel et la lavande. Elle pensa à Élise. Elle n'avait pas rappelé depuis leur confrontation, mais Madeleine savait qu'elle viendrait, un jour ou l'autre. Pas pour s'excuser peut-être, mais pour comprendre. Et cela lui suffisait. Elle caressa distraitement le chat, allongé à ses pieds, et murmura: Tu sais, mon vieux, je crois que j'ai enfin trouvé la paix. Pas celle qu'on attend, mais celle qu'on construit. Le chat ronronna en guise de réponse. La nuit tombait quand la lumière du téléphone cligna. Un message vocal, une voix hésitante, émue. Madame Laurent, ici l'hôpital de la Conception. Nous avons lu votre lettre et nous aimerions donner votre nom à notre nouvelle unité de gériatrie. Ce serait un honneur. Madeleine resta sans voix. Elle ferma les yeux. Elle revit ces couloirs qu'elle avait parcourus toute sa vie, ses lits alignés, ses patients oubliés, ses mains qu'elle avait tenues jusqu'à leur dernier souffle. Une larme roula sur sa joue, silencieuse. Elle prit son carnet brun et écrivit: Phase 9, transmission. Ce que j'ai donné revient, mais autrement. Puis, en dessous, ajouta: On ne guérit pas des blessures. On apprend à marcher avec jusqu'à ce qu'elles deviennent des ailes. Le lendemain, elle fit ses valises.
pas pour partir, mais pour s'installer ailleurs. Une petite maison blanche, face à la mer, qu'elle avait achetée discrètement grâce à un des comptes oubliés de Lormed. Elle avait décidé de laisser la grande maison à la fondation et de s'offrir un coin de solitude choisi, pas imposé. Quand elle arriva, le bruit des vagues fut la première chose qu'elle entendit. Elle s'assit sur la terrasse, un carnet neuf entre les mains. La page blanche lui faisait moins peur qu'avant. Elle y écrivit la première phrase de sa nouvelle vie. J'ai coûté trop cher peut-être, mais j'ai enfin appris à m'appartenir. Puis elle sourit. Le vent portait le parfum du large, et pour la première fois depuis des décennies, elle n'attendait plus rien de personne. La liberté, songea-t-elle, ne coûte rien, mais elle vaut tout. Le matin s'ouvrit sur un ciel d'un bleu presque insolent. Madeleine se leva avant le soleil. Comme toujours, elle s'assit sur la terrasse de sa nouvelle maison, face à la mer. L'air était frais, le bruit des vagues régulier, presque apaisant. Elle avait allumé la radio, sans vraiment écouter. Ce qu'elle voulait, c'était le silence à l'intérieur d'elle. Celui qui vient quand tout a enfin trouvé sa place. Sur la table, son carnet brun, usé, attendait, le dernier. Elle l'ouvrit lentement. À la première page, elle avait écrit Phase finale, la trace. Vers 10 heures, une voiture s'arrêta devant la maison. Une jeune femme descendit, élégante, un micro à la main, un sourire franc. Madeleine la reconnut aussitôt. Léa, la journaliste. Bonjour Madeleine, j'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, vous tombez juste à l'heure du café. Elles s'assirent dehors, à l'ombre. Léa sortit son carnet. Je ne voulais pas une interview officielle, je voulais simplement comprendre. Comment on fait à votre âge pour se relever comme ça? Madeleine rit doucement. On ne se relève pas, on se redresse, un peu chaque jour, jusqu'à se souvenir qu'on n'a jamais vraiment été à terre. Oh, et votre fille? Elle m'a écrit, dit Madeleine après un silence. Pas de grandes excuses. Quelques lignes, sincères. Elle veut venir me voir. Et vous allez accepter? Bien sûr, la rancune, c'est un luxe pour ceux qui ont encore du temps à perdre. Moi, j'ai choisi d'en faire quelque chose d'utile. Léa sourit, baissant les yeux. Vous savez, votre histoire a inspiré des milliers de gens. Il y a même un groupe de femmes à Lyon qui a créé une association à votre nom. Je ne voulais pas inspirer, je voulais juste qu'on arrête de confondre faiblesse et douceur. Madeleine marqua une pause. Le vent jouait dans ses cheveux gris et la lumière se reflétait dans ses yeux comme une flamme tranquille. Vous savez ce que j'ai compris, Léa, dit-elle enfin. Quoi donc? Que toute ma vie, j'ai cru devoir mériter ma place, être utile, donner, prouver. Et le jour où j'ai cessé de le faire, j'ai enfin compris ma valeur. L'interview se termina sur ces mots. Mais Léa resta un moment de plus, refusant de rompre la magie du silence. Madeleine la raccompagna jusqu'à la voiture. Avant de partir, la journaliste la prit dans ses bras. Merci, Madeleine, pour tout. Ce n'est rien, ma fille. Il suffit de dire la vérité, et le monde finit toujours par écouter. Quand la voiture disparut au tournant, Madeleine retourna sur la terrasse. Le soleil montait déjà haut, la mer étincelait. Elle reprit son carnet brun, tourna les dernières pages, puis, d'une écriture lente, assurée, elle ajouta la dernière ligne. Ils m'ont accusée de coûter trop cher. Je leur ai montré combien je valais réellement. Elle referma le carnet, le posa sur la table, face au vent. Il resta là, ouvert par la brise, comme une offrande. En fin d'après-midi, le facteur apporta une enveloppe. Elle la reconnut immédiatement. L'écriture d'Élise. Elle hésita un instant, puis l'ouvrit. Maman, j'ai lu chaque mot. J'ai vu chaque visage que tu as touché. J'ai compris tard, mais j'ai compris. Je ne veux plus ton pardon. Je veux ton regard, celui d'avant, celui qui me voyait encore comme ta fille. Si tu veux bien, je viendrai dimanche. Élise. Madeleine sourit, elle posa la lettre à côté du carnet, puis regarda la mer. Dimanche, alors, dit-elle simplement. Le soir tomba lentement, les lumières du port scintillaient au loin. Elle versa un peu de vin dans un verre, leva les yeux vers l'horizon et murmura « Finalement, j'ai coûté cher, oui. Mais pas à cause de ce qu'il croyait, parce qu'il faut du prix pour être entière. » Elle but une gorgée, savourant le sel sur ses lèvres, puis ajouta presque en riant. Et maintenant, s'ils veulent vraiment savoir ce que vaut une femme de mon âge, qu'ils s'abonnent. Un souffle de vent fit claquer les volets. Le chat sauta sur la rambarde, ronronnant. La mer, au loin, battait doucement les rochers, comme un cœur tranquille.
Et Madeleine, 72 ans, ancienne infirmière, femme qu'on avait voulu effacer, resta là, immobile, vivante, sereine, l'incarnation silencieuse de ce qu'ils avaient tous oublié. La valeur n'a pas d'âge. Et certaines femmes, quand on les croit finies, commandent d'un juste à exister,